Raymonde Viret, bonjour. Bonjour. Vous êtes ancienne chanteuse lyrique, vous êtes professeure de chant, publié « Trouvez votre voix », c'est chez Albin Michel. Alors, vous n'enseignez pas qu'à des chanteurs ou à vos trois mousquetaires, comme vous les appelez, Jacques Weber, Maxime Le Forestier ou François Morel, mais des avocats, des comédiens, des journalistes viennent vous trouver pour parfaire, pour apprendre à poser leur voix. Vous avez, on peut le dire, 92 ans, 50 ans de carrière. Vous donnez des cours tous les jours? Combien d'heures par jour? Oh, tous les jours, entre 8 et 10 heures par jour, à peu près. Comment est-ce que vous faites pour avoir, compris, pour avoir... pour avoir une énergie comme la vôtre? C'est quoi votre secret? Assise, mais debout, je suis moins énergique. Alors, vous n'y avez pas de main morte dans votre livre. Vous dites par exemple à Maxime Le Forestier, qui vous cite dans sa préface, qu'il n'a jamais su chanter. Oh, c'était une boutade, vraiment une boutade, parce qu'il m'avait prise vraiment pas comme il faut, parce que j'avais son fils depuis des années comme élève, et excellent élève, de très très jolie voix, et depuis peu de temps il sortait un contrut. Hein, c'est un Do 5, si ça, vous voulez la précision. C'est une note très haut placée. Oui, bien sûr. Et je dis à son père, à la sortie du Café de la Danse, on avait été voir Benoît de Rémus ensemble, je dis, voilà, votre fils fait un contrut, c'est extraordinaire. Ah oui, effectivement, je l'ai entendu, mais il me l'a fait fortissimo. J'aurais bien aimé l'entendre pianissimo. J'ai écouté, là, franchement, vous n'y connaissez rien du tout. Il faut au moins 15 ans pour faire une note aussi difficile en pianissimo. Par conséquent, de toute façon, vous n'avez jamais su chanter. Alors, voilà, c'est tout. Mais c'était quand même une boutade. Mais il l'a prise quand même au sérieux. Vous enseignez la respiration costo-diaphragmatique. Le but, c'est quoi? C'est d'apprendre, c'est de savoir respirer? Alors, savoir respirer, on ne sait plus respirer. Le bébé, quand il sort du ventre de sa mère, il a tout de suite atteint cette respiration costo-diaphragmatique. C'est-à-dire qu'il a ouvert la bouche, pris l'air par la bouche, envoyer son air d'instinct à la base de ses poumons. Le sommet, on s'en fout. Hein, à la base, excusez-moi. Non, non, alors, les poumons étant attachés à la cage thoracique, aux côtes, les poumons se gonflant, la cage va s'ouvrir. C'est tout à fait simple. Après, sous la cage thoracique, le diaphragme, le muscle, c'est le premier muscle qui va se mettre en fonction dès l'arrivée au monde du bébé. Bon. Alors, le diaphragme est collé aux dernières côtes, et derrière, au lombaire, au deuxième et troisième vertèbre lombaire. Ce diaphragme va s'aplatir et après, il faut le pousser vers le bas. Alors, l'air qui est dans les poumons, en pression, va pouvoir descendre ce diaphragme qui, lui, va booster l'estomac et l'intestin et tout ça. Il va sortir son petit ventre, c'est le bébé. Il va ouvrir les fesses et sa voix, la voix, elle est dans l'anus et il va sortir une première note superbe. Eh bien, nous, on ne sait plus faire ça. Et vous expliquez ça à vos élèves? Oui. J'ai dit, il faut aller, vous êtes constipé depuis 15 jours et vous poussez et votre voix est là. Mais il ne s'en porte pas plus mal. Vous commencez par M. Weber. C'est compliqué de retrouver cette voix, voilà. Cette respiration costaud. Cette respiration dite costo-diaphragmatique, l'enfant l'a à la naissance, il l'a jusque vers 6-7 ans. À 6-7 ans, les transformations physiologiques, et puis l'environnement, le chômage, le divorce. Les enfants sont harcelés, sont dans une tension telle qu'ils, de cette respiration dite ample, vont atteindre la respiration haletante. C'est la respiration en costale supérieure. Je bafouille un peu. Hein, non, mais on comprend, ne vous inquiétez pas. Et alors, cette respiration-là, il faut à tout prix... Ça fait quoi? Des asthmatiques, des enfants stressés. Et mon but, moi, c'est de réapprendre cette respiration costo-diaphragmatique qu'avait l'enfant à la naissance. C'est tout. Je ne suis pas professeur, je suis accompagnatrice. J'accompagne l'élève. Le corps instrument, je l'ai devant moi. Et puis, c'est à moi de deviner ce qui se passe à l'intérieur. C'est ça que vous appelez respirer à l'envers? C'est ce qu'on fait tous mal? Quand je suis arrivé, moi, au conservatoire, effectivement, on ne m'avait jamais parlé de diaphragme, de descente de diaphragme. Mais comme j'étais soprano léger coloratura, je n'avais pas tellement besoin de descendre mon diaphragme. Ma voix, les sonorités très aiguës sont en costale supérieure. Ce qui fait qu'en sortant du conservatoire, quand on rentre à l'opéra, je ne savais rien. Je ne savais rien de cette respiration, donc je ne pouvais pas tenir des sons. Je ne pouvais pas... Entre le médium et l'aigu, c'était le no man's land, donc je ne savais pas quoi faire. Un jour, c'était bien, le lendemain, ça ne l'était pas. Et puis,
fait des rencontres formidables. André Hugues Santana, qui était à l'opéra, entre autres, et puis le professeur Tomatis, et puis Georges Thiel. Georges Thiel, qui était le Pavarotti de mon époque, et qui, lui, aussi en sortant du conservatoire, le même que le mien, il était sorti bien avant, il n'avait pas placé sa voix du tout. Et on dit encore dans les conservatoires nationaux d'art dramatique que poser sa voix, c'est superflu. Et moi, je récupère les élèves, au bout de 3 ans de conservatoire d'art dramatique, ils viennent me voir avant de pouvoir vraiment bien travailler, bien faire du théâtre. C'est le cas de Pauline Chevillier, je tiens à signaler parce que c'est une qui jouait dans Vue du Pont avec Charles Berling. Ce sont mes 2 élèves, du reste. Et alors, c'était extraordinaire. Oui. Vous n'avez pas vu Vue du Pont? Non. Ben, vous allez le voir à la fin de l'année. Le revoir. C'est un peu décousu ce que je vous raconte. J'ai tellement d'enthousiasme. Et puis je sais qu'il s'agit de quelques minutes. Il faut des heures pour expliquer à fond ce que... J'aimerais bien vous avoir comme élève. Mais tous les deux. Un immense plaisir, un immense honneur. Ça veut dire que vous... Est-ce que vous avez décelé déjà qu'on avait soit une voix qui était mal posée, soit une mauvaise respiration? Effectivement, oui. Tous les deux? Oui. D'accord. Oui. Non, mais je ne dirai rien de plus. Non, bah, vous nous en parlerez en coulisses, mais ça... Non, mais elles sont là, vos voix. Mais elles sont là, vous on pourrait les travailler. En bas, pleinement. Le corps dans son entier, c'est une oreille. Le corps dans son entier, c'est le son. Le son, c'est l'espace. L'espace, l'infini, l'infini. Dieu, Bouddha, qui vous voulez, c'est la philosophie du chant. Mais il y a aussi des choses quand même dans la voix qui ne sont pas des perfections, mais qui font qu'une voix peut être aussi très belle. Les fêlures, les douleurs, les blessures. C'est le cas de la Calas. C'est essentiel qu'il n'y a pas une... Ma voix, c'est la voix la plus belle que je connaisse. Enfin, je ne l'ai vue qu'une fois sur scène, mais c'est extraordinaire. Cette femme cette voix est pleine de déchirures. Elle a eu des chagrins, même étant jeune, avec sa mère, après avec toutes les histoires qu'on a connues dans les journaux, bien entendu. Mais c'est ce qui a fait cette voix extraordinaire, qui est un peu métallique, parfois pas très juste. Dans Traviata, son dernier air, la voix est basse, le vibrato est très lent, et c'est extraordinaire. Alors que j'ai dû citer dans mon livre Barbara Hendricks, qui est une voix sublime, techniquement sublime, très très jolie voix, mais qui me fait pas redresser. Ne déclenche pas la chair de poule. Voilà, c'est ça. Merci. La chair de poule, c'est la perception somesthésique, sonosomesthésique. On en parle aussi. Vous en parlez dans le livre, exactement. Merci beaucoup, Raymond de Viret. Trouvez votre voix, c'est chez Albin Michel. On vous engage vraiment à lire ce livre. Merci. Mais c'est moi qui vous remercie. Mais quelle épreuve. Passez haut la main. Tout à l'heure, à 14h.